Bonjour à tous et bienvenue dans ce Snap, je m'appelle Clara et aujourd'hui on va découvrir les 6 schémas mentaux qui freinent la créativité en entreprise. Ce Snap est issu du livre Unlocking Creativity de Michael Roberto et aujourd'hui on parle donc de créativité, un mot qui revient souvent dans les discussions professionnelles. D'ailleurs si vous demandez à vos collègues quelle est selon eux la qualité la plus précieuse au travail, il y a de grandes chances qu'ils répondent cette fameuse créativité. En 2010, IBM a mené une étude massive auprès de 1541 PDG et leaders du monde entier. Le résultat, c'est que plus de 60% d'entre eux ont désigné cette qualité, la créativité, comme la compétence la plus essentielle pour réussir. Et franchement, c'est logique. Dans un monde où l'innovation et la disruption dictent les règles du jeu, une entreprise incapable de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes est complètement vouée à l'échec. Mais voilà le paradoxe, si tout le monde parle de cette créativité, peu de gens passent à l'action. On aime l'idée de penser outside the box, mais dans les faits, les structures de travail freinent souvent cet élan. Trop de règles, des routines figées, des processus rigides, le résultat c'est que la créativité s'étouffe. Dans ce snap, on va donc explorer les 6 schémas mentaux qui bloquent cette créativité au travail et surtout on va voir comment les contourner pour libérer notre potentiel. Merci pour cette intro Clara, je m'appelle Paul et on va commencer tout de suite avec le premier chapitre qui nous montre comment lutter contre la pensée linéaire en adoptant une approche plus itérative dans la création de produits. C'est parti. On démarre donc avec ce premier chapitre, combattre la pensée linéaire grâce à une approche itérative de la création de produits. Imaginez que vous êtes un chef d'équipe, vous avez un collaborateur brillant, mais il est un peu excentrique. Il repousse sans cesse les délais, perfectionniste à l'extrême, et en plus, il passe du temps à peaufiner des prototypes, plus qu'à livrer des résultats concrets. Alors oui, ça peut être frustrant et selon l'auteur, c'est un profil qu'on croise assez souvent. Pourtant, si Léonard de Vinci travaillait avec nous aujourd'hui, il aurait sans doute le même comportement. Il était connu pour procrastiner, pour démarrer des projets sans jamais les finir. Un génie, évidemment, mais pas vraiment le roi des délais serrés. Il avait des deadlines qui étaient plutôt larges. En fait, ces gens-là veulent des plans parfaits, des étapes bien définies et un budget clair. Et à partir de là, on déroulerait le plan et tout se passerait sans accroc. Mais en réalité, ça marche assez rarement comme ça. Donc en fait, la pensée linéaire, c'est cette idée qu'on peut tout prévoir à l'avance et qu'il suffirait de suivre le plan à la lettre. C'est rassurant, mais c'est inefficace face à des problèmes complexes. La solution, ce serait d'adopter une approche itérative. Donc concrètement, au lieu de chercher à tout planifier, on construit un premier jet, une sorte de bêta-testing. On le lance, on observe, on analyse les retours et on l'améliore après. Puis on recommence et ça, c'est un cycle d'amélioration qui est continu. Ok, donc plutôt qu'une approche linéaire, une approche itérative. Oui, et on peut parler d'un exercice qui est fait souvent dans les écoles américaines, c'est de construire la tour la plus haute avec des spaghettis, du scotch et un marshmallow. L'idée, c'était que ceux qui passaient trop de temps à planifier finissaient souvent avec des structures qui s'effondraient. Et cet exercice, il a été repris par Peter Skillman, designer chez Skype. Et les étudiants en école de commerce qui ont été testés, ils étaient habitués à des plans assez détaillés, et ils échouaient souvent. Ils échouaient même plus que des enfants de maternelle qui, eux, s'en sortaient bien mieux parce qu'ils ne planifiaient pas trop. Ils appliquaient cette technique itérative, c'est-à-dire qu'ils testaient, ils échouaient et ils se réajustaient après, et ça marchait mieux, en tout cas c'est la théorie. Donc la clé, ce serait d'accepter l'erreur comme une étape normale du processus. Bah oui, absolument, l'échec, c'est pas du tout un obstacle, c'est un apprentissage. Plus vous testez rapidement, plus vous progressez vite. C'est ça l'essence de l'approche itérative. Bon alors pour résumer, au lieu de perdre du temps à viser la perfection du premier coup, il vaut mieux construire, tester, corriger et recommencer. En fait, c'est la flexibilité qui bat la rigidité, on peut dire ça comme ça. C'est ça, tester et recommencer. Et dans le prochain chapitre, qui s'appelle « Éviter le piège du benchmarking », on va voir pourquoi vouloir ressembler à ses concurrents, ça peut finalement freiner l'innovation. On continue donc avec le deuxième chapitre, éviter le piège du benchmarking en cherchant à être différent de la concurrence. Dans le monde des affaires, on a souvent tendance à vouloir copier ce qui fonctionne déjà. Après tout, pourquoi réinventer la roue, n'est-ce pas ? Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie ? Selon l'auteur, pas du tout. En fait, créer, c'est l'opposé d'imiter. Prenons l'exemple de Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana et le leader des Foo Fighters. Enfant, il apprenait la guitare en reproduisant des riffs des Beatles. Il imitait leur technique, ce qui est normal au début.
Mais il a vite compris qu'imiter, c'était pas créer. Il a donc développé son propre style unique qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et en fait, beaucoup d'entreprises tombent dans ce qu'on appelle le syndrome du benchmarking. Elles analysent leurs performances, elles regardent ce que font les concurrents et finalement elles tentent de les copier en espérant obtenir le même succès. Le problème, c'est que ça mène à une homogénéisation. Prenons l'exemple des émissions de télé-réalité. Quand par exemple Survivor a explosé en 2000, tout le monde a voulu lancer des émissions similaires. Certaines ont cartonné, comme American Idol, mais la plupart ont été des échecs parce qu'elles se ressemblaient toutes les unes avec les autres. Les spectateurs finissaient par se lasser de voir exactement le même schéma se répéter. Et c'est pareil pour les entreprises, si tout le monde fait la même chose, plus personne ne se démarque. Un autre bon exemple, c'est la marque de tronçonneuse Stihl. Au lieu de délocaliser sa production comme ses concurrents, elle fabrique encore toutes ses pièces en Autriche. Ce choix a permis de maintenir une qualité exceptionnelle et le résultat, c'est que Stihl est la marque de tronçonneuse la plus vendue au monde. Donc au lieu de chercher à être les meilleurs dans ce que fait la concurrence, il vaut mieux miser sur ses forces uniques. En fait, le secret, ce serait de se concentrer sur ce qui vous rend spécial, pas sur ce qui marche ailleurs. L'authenticité, c'est bien plus puissant que l'imitation. Donc pour résumer, copier peut fonctionner pendant peut-être un temps, mais pour vraiment se démarquer, il faut oser être différent, il faut miser sur l'authenticité plutôt que sur la comparaison. C'est exactement ça, Clara, et dans le prochain chapitre, on va voir comment éviter le piège des prévisions. On va voir pourquoi se concentrer sur la qualité dans le présent, c'est souvent plus efficace que de trop anticiper l'avenir. On arrive donc au chapitre 3, éviter le piège des prévisions en priorisant la qualité des produits dans le présent. On va voir pourquoi il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser aujourd'hui plutôt que de perdre du temps à essayer de prédire l'avenir. Qu'est-ce que nous dit l'auteur à ce sujet, Paul ? Eh bien que beaucoup d'entreprises tombent dans le piège des prévisions. Elles veulent à tout prix savoir combien un projet va rapporter avant même de le lancer. Le problème, c'est que ces prévisions sont souvent basées sur des hypothèses irréalistes. Le résultat, c'est des décisions qui sont biaisées, des projets innovants qui sont abandonnés et un focus uniquement sur des gains à court terme. Par exemple, une étude publiée dans Fortune en 2001 montrait que de nombreuses entreprises visaient une croissance annuelle de 15%. Ça paraît très ambitieux, mais entre 1980 et 1999, seules 5 des 150 plus grandes entreprises américaines ont atteint cet objectif. Ce qui prouve que ces attentes sont souvent déconnectées de la réalité. Cette obsession des prévisions pousse les entreprises à privilégier des projets qui sont considérés comme étant sûrs, tout en négligeant des idées qui, elles, même si elles mettent plus de temps à mûrir, pourraient être révolutionnaires. Un excellent exemple à ça, c'est la chaîne de supermarchés Trader Joe's aux États-Unis. Ils n'ont pas misé sur des stratégies de croissance agressives ni sur des campagnes marketing massives. Non, ce qu'ils ont fait, c'est se concentrer sur l'expérience du client et la qualité des produits. Pas de publicité à la télé, pas de grandes prévisions de croissance, juste un focus sur ce qu'ils peuvent contrôler. Aujourd'hui, Trader Joe's réalise plus de 51 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec 470 magasins. Tout ça sans jamais se perdre dans des prévisions irréalistes. Donc pour résumer, on a vu que les prévisions peuvent freiner la prise de décision, étouffer l'innovation et même créer des attentes irréalistes. À l'inverse, des entreprises comme les supermarchés Trader Joe's montrent que miser sur la qualité et l'expérience client, c'est une stratégie bien plus durable. Donc en fait, au lieu de chercher à prédire l'avenir, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant en misant sur la qualité et l'innovation. Exactement ça, et dans le prochain chapitre qui s'appelle La sécurité psychologique est plus importante que la structure de l'entreprise, on va découvrir pourquoi créer un environnement de travail où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées, c'est la clé de la créativité et de la performance. On arrive donc au début du chapitre 4 qui s'appelle La sécurité psychologique est plus importante que la structure de l'entreprise, quand même. Selon l'auteur, donc, on va voir pourquoi un environnement de travail où l'on se sent en sécurité pour s'exprimer, c'est plus important que l'organigramme de l'entreprise. C'est ça, et on commence avec un exemple. En 2015, le PDG de la société Zappos a envoyé un mémo à tous ses employés. Il annonçait la suppression totale de la hiérarchie managériale. L'idée, c'était de favoriser l'autonomie et la créativité, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Beaucoup d'employés étaient un peu trop perdus, ils étaient frustrés, et finalement, plus d'un cinquième d'entre eux a fini par quitter l'entreprise. En 2016, la société Zappos avait même disparu du classement des meilleures entreprises où travailler. Qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est que ce n'est pas la structure de l'entreprise qui fait sa réussite. La clé, selon l'auteur, c'est la sécurité psychologique.
Une étude publiée dans le Psychological Science a comparé des équipes avec des structures très différentes. Certaines étaient hiérarchiques, d'autres totalement égalitaires, et le résultat c'est que pour des tâches simples, la structure n'avait aucun impact majeur. Mais pour des tâches complexes, les équipes avec une structure claire étaient plus efficaces. C'est donc pas la structure en elle-même qui compte, mais la façon dont les gens se sentent dans cette structure. Prenons un autre exemple avec la société Google. Leur équipe People Analytics a étudié ce qui différenciait les équipes les plus performantes des autres. La réponse, la sécurité psychologique. Les membres de ces équipes se sentaient libres de parler de leurs idées, de poser des questions, d'admettre leurs erreurs, sans aucune crainte d'être jugés. Et c'est pas une question de hiérarchie ou d'organigramme, ce qui compte, c'est de créer un environnement où les gens se sentent suffisamment en confiance pour partager leurs idées. En fait, si vous créez un environnement où les gens se sentent écoutés et respectés, la créativité viendra d'elle-même. Donc pour résumer, la clé de la performance, c'est pas de changer l'organigramme, mais c'est de favoriser un climat où chacun peut oser, peut se tromper et peut apprendre sans avoir peur du jugement, où chacun peut s'exprimer librement en fait. C'est exactement ça, et dans le prochain chapitre, l'auteur va nous parler du piège de la concentration et comment il peut être évité en prenant des pauses pour se consacrer à d'autres projets. On va voir pourquoi faire des pauses et changer de perspective peut booster la créativité. On arrive donc au chapitre 5, le piège de la concentration peut être évité en prenant des pauses pour se consacrer à d'autres projets. On va découvrir comment sortir d'une impasse créative en faisant des pauses stratégiques. C'est ça, c'est le concept de la pause stratégique. Quand on parle de productivité, on nous répète souvent qu'il faut rester concentré, éviter les distractions. Mais paradoxalement, trop de concentration peut devenir un vrai frein à la créativité. On peut prendre l'exemple du groupe U2. En 1983, ils enregistraient The Unforgettable Fire, un album considéré comme un tournant majeur pour eux. Leur secret, ils ont quitté leur routine pour s'isoler dans un château en Irlande. Ce changement d'environnement a stimulé, selon eux, leur créativité. Chez Google, en 2009, Jack Knapp a créé le concept de sprint créatif, des équipes qui se concentrent sur un projet unique pendant 5 jours, sans aucune interruption. Cette méthode a été reprise par des entreprises comme Facebook ou Airbnb. L'objectif, c'était d'éliminer les distractions et favoriser un focus intense. Mais attention, trop de focus, ça peut aussi devenir un problème. Selon une étude de l'Université de Californie, après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration. Pourtant, rester focalisé trop longtemps, ça peut épuiser l'énergie mentale et bloquer l'inspiration. Mark Twain était un excellent exemple. En 1876, il avait rédigé 400 pages de Huckleberry Finn. Puis il a bloqué. Au lieu de forcer, il a mis le manuscrit de côté, il a travaillé sur d'autres projets, et c'est que des années plus tard qu'il est revenu dessus pour le terminer. Résultat, un chef-d'œuvre de la littérature américaine. La leçon à retenir, c'est que faire des pauses, changer de projet, c'est pas de la perte de temps, c'est un moyen efficace de laisser les idées mûrir et de recharger la créativité. Donc pour résumer, trop de concentration peut bloquer la créativité. Alterner des périodes de focus intense avec des pauses ou d'autres projets, ça permet au contraire de retrouver de l'inspiration et de l'énergie. C'est exactement ça, et dans le prochain chapitre, on va découvrir comment le fait de challenger des idées à deux peut booster la créativité. On arrive donc au chapitre 6 où l'auteur nous parle des esprits critiques qui sont plus efficaces en duo lorsqu'ils posent des questions encourageantes. On va découvrir pourquoi la critique constructive bien utilisée peut booster la créativité. C'est ça Clara, et ce que nous dit l'auteur, c'est que dans nos écoles et dans nos entreprises, on nous apprend souvent à valoriser la pensée critique. Identifier les faiblesses d'une idée, pointer ce qui ne va pas, mais à force de chercher les défauts, on finit par croire que la critique c'est un signe d'intelligence. Le résultat c'est que beaucoup passent plus de temps à démolir des idées qu'à en construire des nouvelles. Pourtant la critique c'est pas un problème en soi. L'auteur de cette étude montre que le rôle d'avocat du diable c'est très utile dans une équipe. Ça aide à éviter les biais de confirmation, à remettre en question les évidences, mais attention, un critique isolé peut finir par bloquer les discussions s'il est perçu comme celui qui dit toujours non. La solution, c'est d'avoir 2 avocats du diable. Pourquoi ? Parce que quand la critique vient de plusieurs voix, elle est mieux acceptée. L'équipe n'a pas l'impression que c'est juste une personne qui s'oppose par principe. On va prendre l'exemple de Henry Wallach, qui siégeait au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale dans les années 70 et 80. Il a établi un record en votant 27 fois contre les décisions de ses collègues. Le problème, c'est que ces critiques étaient systématiques, prévisibles.
Elles ont donc été facilement ignorées. La critique perd de son efficacité quand elle devient trop répétitive. Pour qu'elle soit vraiment utile, la critique doit être constructive. Il ne s'agit pas de dire « ça ne marchera jamais », il faut poser des questions qui stimulent la réflexion, par exemple en disant « et si on essayait autrement ? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait comme ça ?» Donc le vrai rôle d'un esprit critique, c'est pas de freiner les idées, mais c'est de les challenger pour les rendre meilleures. En fait, pour résumer, la critique est plus efficace quand elle est partagée par plusieurs personnes et qu'elle vise à faire grandir les idées plutôt qu'à les détruire. C'est exactement ça. Et dans la conclusion de ce snap qui vient, on va revenir sur les leçons clés qu'on a apprises pour favoriser la créativité en entreprise. On arrive donc à la conclusion de ce snap dédié à Unlocking Creativity de Michael Roberto. Retenez une idée essentielle, c'est que la créativité est plus importante que jamais dans le monde du travail. Pourtant, de nombreux environnements professionnels freinent cette créativité en décourageant la prise de risque. On a exploré ensemble 6 schémas mentaux qui peuvent bloquer l'innovation. La pensée linéaire, le benchmarking excessif, l'obsession de toujours vouloir prévoir, la rigidité des structures et le focus extrême, et enfin, la critique mal orientée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez challenger ces schémas. Comment faire ? En créant un environnement où chacun se sent en sécurité pour proposer des idées, même les plus audacieuses. Un petit conseil pratique avant de se quitter, inspirez-vous de l'improvisation théâtrale. Dans l'impro, on apprend à dire « oui » et au lieu de « oui, mais ». Cette simple différence permet de construire sur les idées des autres plutôt que de les freiner. Alors la prochaine fois qu'un collègue propose quelque chose, ne dites pas « oui, mais ça ne marchera pas », mais dites plutôt « oui, et pourquoi on n'essaierait pas aussi comme ça ?» Bref, j'espère que ce snap vous a inspiré et que vous allez pouvoir débloquer toute la créativité d'une entreprise. Je vous dis à bientôt. Merci Clara. Et merci à toi Paul pour ce résumé clair et inspirant. On espère que ce snap vous a donné des pistes concrètes pour libérer votre créativité au travail et on se dit à bientôt dans un prochain snap.